Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième journée et donc deuxième émission de Good Morning NRF, l'émission au cœur du salon mondial du retail et du e-commerce en partenariat avec Deloitte. Et ça, comme si vous y étiez, puisque au menu aujourd'hui et en 30 minutes chrono, on vous propose de partager le décryptage justement de Deloitte incarné par Yannick Franc, associé au secteur, en charge du secteur du retail. Bonjour Yannick. Toujours en direct live et depuis New York, nous allons retrouver nos équipes d'analystes du Hub Institute qui vont encore une fois pouvoir vous partager comme hier, les insights, les tendances qui ont été repérées sur le salon, mais également dans les magasins de New York. Alors je me tourne naturellement justement vers les équipes. Alors racontez-nous, maintenant on attaque le jour 2. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Comment ça va? Merci Guilhem. Effectivement, on a un petit peu mal aux pieds parce qu'on a beaucoup arpenté les rues de la ville et tous les stands. On est un peu surpris par la baisse d'activité et tous les magasins à louer ici à New York. Et en même temps, on voit cette tech très dynamique, très motivée, toutes ces startups qui ont envie de réinventer l'omnicanalité. Super, merci beaucoup. Alors, qui dit deuxième journée, deuxième émission, dit deuxième thématique. Alors, au rendez-vous aujourd'hui, nous vous proposons de faire le tour de la data, de la personnalisation et tous ces enjeux de ciblage qu'on connaît et dont on va pouvoir détecter les dernières tendances en les décryptant en compagnie de Yannick Franc, associé chez Deloitte en charge du secteur retail et qu'on va retrouver dans un instant. Deuxième journée et donc deuxième thématique à aborder avec notre partenaire Deloitte pour toujours mieux décrypter les tendances. Et en ce qui va nous concerner, la thématique du jour, c'est celle de la data et de la fameuse personnalisation. Alors merci encore une fois Yannick d'être avec nous. Bonjour. Ce que je te propose du coup pour rentrer dans le vif du sujet, c'est d'aborder justement cette transformation digitale. Quelle est-elle selon vous et qu'est-ce qui change la donne d'après Deloitte? Il y a 4 éléments aujourd'hui majeurs qui changent la donne au niveau de la data. Le premier point, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de mieux collecter l'information, et plus d'informations et de différents types. La RFID, la partie open data, par exemple. On sait mieux les gérer. Quand on dit mieux les gérer, c'est qu'on sait mieux les stocker, on sait mieux les activer. Le troisième point, c'est qu'en plus, on est capable de les rendre plus intelligentes avec du machine learning, du deep learning. Et tout ça, ça s'appuie bien évidemment sur la puissance du cloud pour avoir une puissance importante en termes de calcul. Merci d'avoir posé effectivement le contexte. Alors, on s'interroge régulièrement sur aller chercher la data, c'est bien. Ce qu'on en fait, c'est encore mieux. Alors, as-tu éventuellement des best practices, voire aussi des sujets chiffrés? Je sais que chez Deloitte, vous faites régulièrement des études là-dessus. Alors, probablement que ça pourrait aussi appuyer ton propos. Oui, alors peut-être quelques chiffres rapides, mais le but, c'est quoi par rapport à la donnée? C'est d'être capable de trouver un équilibre pour proposer des interactions utiles aux clients sans les effrayer. Et c'est ça le sujet aujourd'hui. Par exemple, dans une étude récente, on a vu que 68% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles trouvaient utile qu'une marque avec laquelle elles faisaient régulièrement des achats leur envoie des alertes lorsque les articles étaient en solde. À l'autre bout du spectre, les clients réagissent plutôt négativement lorsqu'il semblait que leur appareil, leur smartphone, les écoutait. Je vais vous donner un exemple. Typiquement, quand vous parlez avec un ami d'un café et que 5 minutes après, vous vous retrouvez sur les réseaux sociaux avec une publicité justement pour un café, ben ça, les clients, les consommateurs sont effrayés et 53% disaient qu'ils en avaient peur. Alors, oui, merci, effectivement, c'est très, très concret. Alors, comment l'utiliser justement cette data de manière à ce qu'elle puisse être pertinente et aussi maximiser l'impact de cette fameuse personnalisation, selon vous? Alors, un sujet clé dans la distribution, c'est la personnalisation de l'offre, la gestion des assortiments. Moi, j'aime bien parler d'offre omnilocale. Pourquoi l'offre omnilocale? Aujourd'hui, on en a parlé hier, on parle d'omnicanalité. On est dans un monde où il y a
différents canaux, des magasins, du e-commerce, etc. Aujourd'hui, dans les magasins, c'est une conviction forte, il faut être capable d'adapter les assortiments. Et pour adapter les assortiments à sa zone de vie, il faut regarder les consommateurs, il faut tenir compte de leur pouvoir d'achat, de ma concurrence, etc., etc. Et donc, être capable d'adapter, de personnaliser l'offre des magasins de manière précise. Le deuxième point qui est intéressant en termes de personnalisation liée à l'utilisation de la donnée, c'est la personnalisation de la relation client. Aujourd'hui, on est capable de mieux connaître le consommateur, de mieux connaître ses goûts, de mieux connaître les canaux qui l'intéressent, qu'il utilise, et donc, dans la façon dont on s'adresse à lui, la façon dont on lui parle de certains sujets, mais il faut être capable de les adapter. La communication de masse, où vous envoyez, c'est moins 80% sur tel produit par emailing ou par courrier, le retour sur investissement, il est moins bon que si vous êtes capable d'adapter le discours, sans être forcément d'ailleurs sur de la promo. Et puis, un sujet même encore plus basique, je ne sais pas quel parfum de glace vous aimez, mais si vous n'aimez pas le chocolat ou si on sait que vous êtes allergique au chocolat, c'est mieux de vous envoyer une publicité pour une glace à la fraise que pour une glace au chocolat. Enfin, et c'est sans doute le dernier, un autre exemple de personnalisation qui est intéressant, aujourd'hui on est capable de personnaliser les messages publicitaires, les messages de marketing direct qu'on envoie aux consommateurs. De quoi on parle? Parce que je ne sais peut-être pas forcément suffisamment concret. Pour moi, aujourd'hui, on est à l'ère du lookalike, c'est-à-dire qu'on est capable d'identifier si un consommateur ressemble plus à un autre et donc d'être capable d'identifier des intentionnistes en termes d'actes d'achat et de savoir, avant qu'il l'ait acheté, ce qu'il pourrait acheter parce qu'un consommateur avec des caractéristiques similaires l'a fait juste avant. Et puis, donc ça, c'est sur la partie intentionniste. Le dernier point sur ce sujet, c'est d'être capable de recruter les bons consommateurs. Et c'est de la même manière, en identifiant des consommateurs ayant des comportements d'achat relativement similaires à un profil, qu'on va recruter un bon consommateur, c'est-à-dire un consommateur qu'on va garder, qu'on va fidéliser et avec lequel on créera une relation dans le temps. Très intéressant, effectivement, la personnalisation, on en parle beaucoup, mais en fait, ça rapproche sur énormément de dimensions. Et merci pour ce retour. Alors, on l'a vu particulièrement, effectivement, durant cette période de crise pandémique, les attaques et les cyberattaques en particulier ont énormément explosé, si tu me permets le terme. Alors, quels sont les effets sur les entreprises et particulièrement les retailers? Est-ce qu'ils ont pris bien conscience du phénomène et conscience aussi que c'est un sujet stratégique? Alors, c'est sûr que ça sera un sujet stratégique pour 2022. Aujourd'hui, on s'en rend compte, tous les distributeurs ont ce mot de cybersécurité, de sécurité à la bouche. Mais c'est quand même assez récent, parce que je vais revenir sur une étude qu'on a faite fin 2019, début 2020, c'est-à-dire un peu plus d'un an, où seulement un tiers des entreprises jugeaient que la stratégie cyber de l'organisation était adéquate, était cohérente avec les exigences et surtout la poussée du e-commerce et du digital. Parce que qui dit digital dit plus de données, donc il faut être capable de mieux protéger ces données. Et aujourd'hui, on a observé que 82% des entreprises interrogées déclaraient ne pas avoir documenté ou testé un plan de réponse à une cyberattaque. C'est dire s'il y a 18-24 mois, l'enjeu n'était pas encore complètement intégré. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les enseignes se sont lancées et vont accélérer, ça c'est certain, en 2022 sur ces chantiers autour de la cybersécurité, évidemment. Yannick, un grand merci encore une fois d'avoir posé le contexte, les différents enjeux aussi et partagé la vision de Deloitte et les tendances actuelles et à venir. Alors maintenant, je vous invite, comme vous en avez peut-être l'habitude, à rejoindre les équipes du Hub Institute en live direct de New York et plus particulièrement évidemment du salon de la NRF. L'émission est à revoir, n'hésitez pas à la partager et moi je vous dis à dans un instant.
Bonjour à tous et à tous pour ce deuxième jour à la NRF 2022, des stands, des startups, des innovations, des tendances. On a fait un petit tour pour vous ce matin. On a repéré Nextech AR qui nous parle de métaverse. Bon, en fait, c'est plutôt tout simplement de la digitalisation 3D pour présenter de manière virtuelle en réalité augmentée ou en 3D sur son site internet des meubles, des vélos. Voilà, tout simplement essayer de recréer une meilleure perception des produits quand on est sur le digital. On a ensuite été voir CI Value, une startup israélienne qui vous permet de mettre en place du retail média si vous êtes retailer. Ils ont travaillé longtemps avec Casino, désormais ils travaillent avec Sephora en France. Ça vous permet de faire du retargeting, des promotions, de piloter tous vos banners. Ensuite, on a été voir AutoStore. Donc là, c'est vraiment le micro-fulfilling avec des robots logistiques qui vont vous permettre en 3D dans un entrepôt de monter, descendre à gauche, à droite et de préparer vos commandes avec des robots de manière beaucoup plus rapide que tout simplement avec des casiers ou un transpalette. Ensuite, on a vu Joe qui est vraiment une interface de préparation de commandes. Donc l'idée, c'est de vous inspirer quand vous êtes client d'un supermarché ou d'un hyper, vous proposer des recettes et ensuite de précommander pour vous, de présélectionner tous les ingrédients de la recette chez le retailer pour vous gagner du temps. Donc vraiment une bonne façon quand on va acheter 40-50 produits directement. On a vu Primer qui vous permet d'intégrer de manière très simple des API avec tous les moyens de paiement divers et variés. Vous voulez mettre du Pay No Pay Later avec Klarna, vous voulez mettre du Alipay, voilà, tout simplement vous intégrez l'API Primer et c'est possible. Ensuite, on a vu Robomart qu'on avait croisé au CES il y a déjà un petit peu plus de 3 ans qui voulait nous faire du magasin voiture autonome. Bon, ils se sont rendus compte que l'autonomie on attendra un tout petit peu. Aujourd'hui, à LA, vous pouvez déjà appuyer sur un bouton. Ça vous fait venir un véhicule souvent en moyenne en moins de 9 minutes avec une vending machine, soit avec de l'alimentaire et du snack, soit avec de la parapharmacie. Ils ont déposé des brevets pour tous les États-Unis. À suivre, Gatik qui nous fait du camion autonome entre le grossiste et votre magasin. Assez bluffant, 500 km de portée. On est déjà sur un camion de moyenne taille et donc là, c'est 40% moins cher qu'un chauffeur. Il faut savoir qu'il y a plus de 21 États aux États-Unis où il est désormais possible d'avoir ce type de camion autonome, c'est légal. Et enfin, sur le stand de la French Tech, on avait énormément de startups. Je citerai Infinite, qui est un peu nos coups de cœur, qui est vraiment une startup qui permet de modéliser vos produits déco, FMCG, parfum, joaillerie en 3D et ensuite de vous proposer un studio où votre shoot ne sera jamais terminé. Vous pourrez constamment re-shooter de manière photoréaliste les produits en changeant le décor, en changeant l'assortiment. Vous allez gagner énormément de temps, évidemment d'argent pour préparer vos visuels pour votre PIM et votre DAM e-commerce, pour votre catalogue ou pour des animations pour les réseaux sociaux. Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour cette 3e journée entre les magasins de New York et les stands de cette NRF 2022. Merci beaucoup Emmanuel pour tous ces insights sur les différents exposants du salon NRF. De mon côté, je suis ravie de tous vous retrouver pour débriefer ensemble du meilleur des conférences de la NRF 2022. Alors sur le thème de la personnalisation, un insight très important qui a été entendu donc, lors des conférences, c'était sur le point de vue du client, le fait de se mettre à sa place, avec notamment des clients qui pourraient dire j'aimerais que mon passage en caisse soit aussi fluide, aussi pratique que lorsque je prends un Uber, ou alors j'aimerais que les détaillants, que les magasins sachent exactement ce que je veux, comme ça peut être le cas lorsque je regarde Netflix. Sur ce même thème, John Furner, président et CEO de Walmart, explique que le client doit être au centre de tout ce que la marque fait. Les clients ont des besoins qui changent tous les jours et à chaque instant. Chaque jour de la vie est différent pour chaque client. La marque doit donc être capable de s'adapter à tous ces différents besoins qui varient donc dans le temps pour un même client. Patrice Louvet, président et CEO de Ralph Lauren, a partagé sa vision sur son activité en expliquant que Ralph Lauren n'était pas une entreprise dans la mode, mais plutôt une entreprise dans le domaine du rêve. Il a notamment évoqué les promesses du Metaverse en expliquant que Ralph Lauren croyait vraiment à toutes ces différentes possibilités et il voyait une cohérence entre les promesses du Metaverse et puis la philosophie de sa marque. Il a aussi beaucoup insisté sur l'importance de donner au rôle du magasin en expliquant où que nous nous présentions, nous voulons une expérience de marque cohérente. Les grands magasins ont un rôle clair à jouer. Ralph Lauren a notamment ouvert 80 magasins l'année dernière, donc ils attachent encore beaucoup d'importance à l'univers de la marque et du magasin. Alors une des grandes conférences qui a eu lieu aujourd'hui, donc le 2e jour de la NRF, ça a été la grande keynote de tendance de McKinsey avec la définition de 5 grands thèmes qui vont façonner 2022. On va les voir ensemble. Alors, premier grand thème, donc les consommateurs vont faire de plus en plus attention aux prix et aux promotions en 2022, tout en essayant de conserver des habitudes alimentaires
plus saine. Donc avec ce chiffre de 36% des consommateurs qui prévoient d'augmenter les dépenses dans des produits naturellement sains. Deuxième grande tendance, donc les consommateurs ont des attentes élevées en matière d'omnicanalité. Ils s'attendent de plus en plus à une personnalisation et à un engagement de la marque sans faille. Troisième grande tendance, donc l'émergence d'un consommateur socialement responsable. 72% des parents des millennials, par exemple, sont susceptibles d'être fidèles à une marque ou à un magasin qui encourage des pratiques de la RSE. Quatrième grande tendance, donc la grande retraite de Big Retirement. 70% des retraités de plus en octobre 2021 par rapport à janvier 2020. Et donc du coup, en conséquent, une montée de l'automatisation puisqu'on a une pénurie des travailleurs. On a de plus en plus d'automatisation qui se fait en magasin pour pallier à ce manque de main-d'œuvre. Et enfin, dernière grande tendance définie par McKinsey, des investissements sans précédent qui élargissent les capacités et provoquent des bouleversements. On a notamment ce chiffre de 10 milliards de dollars qui a été levé rien qu'au cours des 6 premiers mois de 2021 donc par les venture capitalistes pour soutenir les startups mondiales du secteur de l'épicerie. Enfin, Mix Joel, donc un expert sur la prédiction des tendances tech, a posé la question de l'expérience d'achat en disant que le magasin de détail est passé de l'expérience à l'absence du contact. On a remplacé un petit peu l'aspect social de l'acte d'achat par un côté beaucoup plus transactionnel. Mix Joel pose donc la question de comment remettre le côté expérientiel dans la transaction de l'acte d'achat et d'un autre côté, comment aussi créer de meilleures expériences dans le digital. Je vous retrouve demain pour à nouveau résumer les grandes tendances des conférences de la NRF. Je crois qu'une petite visite de magasin est au programme pour vous. À très bientôt. Pour cette deuxième journée, on va s'intéresser à la dimension de la personnalisation qu'on va retrouver dans un certain nombre de magasins. Par exemple, chez Lego, dans leur flagship à Rockefeller Center. Alors là, c'est vraiment l'univers des fans de Lego. Vous allez retrouver des réalisations géantes, un taxi géant qui a demandé 1900 heures de travail, il y a un Hulk, une reproduction de Times Square. Et donc, à l'étage, vous allez vraiment pouvoir créer votre mini-vous en Lego. Donc vous allez pouvoir tout simplement customiser via un écran un personnage devant et derrière. Ensuite le faire imprimer via une machine pour à peu près une vingtaine de dollars. Et puis après vous sélectionnerez vos jambes, votre tête, vos cheveux, vos accessoires avec une petite brique avec votre prénom. Très très sympa pour les fans. À côté de ça, évidemment, si vous êtes fan de NBA, et bien là vous allez pouvoir retrouver le magasin phare des fans, et donc là vous allez pouvoir customiser votre jersey avec votre numéro, avec votre nom. On va pouvoir broder tout ça grâce à une machine sur place. La même chose pour les casquettes, donc vraiment avec un finish brodage assez canon. On retrouve finalement un petit peu des concepts qui avaient été lancés par Nike, par Converse ces dernières années, mais on voit vraiment la customisation est partout. Enfin, on va chez Hershey. Donc Hershey, vraiment les fans de chocolat, marque très populaire aux États-Unis. Et donc là, la possibilité d'aller créer une plaquette de chocolat sur mesure. Vous prenez votre photo, vous changez le design, vous customisez. À côté tout simplement du café, hein, vous allez pouvoir aussi dévorer des choses. Et puis de l'atelier S'more, vous allez pouvoir créer cette espèce de sandwich chamallow que normalement on mange près des feux de camp. Et enfin, American Girl, alors là c'est le temple de la poupée. Vous avez vraiment les poupées de toutes sortes, de toutes tailles, mais surtout vous allez pouvoir créer une poupée complètement sur mesure, les taches de rousseur, la couleur des yeux, des barrettes pour les dents si vous en avez envie, différentes couleurs de peau, différents types de cheveux. Vraiment c'est assez hallucinant. Évidemment tout ça pour un premium, ou alors acheter une poupée standard. Enfin pour terminer, Lucid Motors, qui est vraiment un des challenger de Tesla avec peut-être Rivian, et donc qui est aussi dans le quartier de meatpacking où Tesla a sa concession, qui a une concession qui vous permet vraiment de découvrir le modèle, mais aussi de pouvoir personnaliser l'intérieur et l'extérieur du véhicule, ou tout simplement d'entrer dans son univers au lieu de faire un test produit via de la réalité virtuelle. Donc on voit vraiment cette logique de personnalisation dans tout un tas de concept stores ici à New York. Deuxième tendance, le digital in-store, un peu le serpent de mer. Chaque année, on essaie d'ajouter des dispositifs digitaux, plus ou moins avec succès, plus ou moins avec solidité. En tout cas, quelques très bons exemples. Le Samsung Showroom à Meatpacking, donc vraiment un lieu qui n'est pas fait pour vendre, mais pour mettre en scène, pour présenter toute la gamme de produits, que ce soit la smart home, les produits de téléphonie, la photographie.
On a à la fois des démos produits et puis une scène avec un écran géant sur 2 étages qui va vraiment permettre d'organiser un certain nombre d'événements. À côté de ça, on a Adidas au Rockefeller Center, donc voilà, qui va être un magasin un peu nouvelle génération. On va avoir évidemment la présentation de produits, mais aussi la possibilité de courir sur un tapis de course. Alors là, c'est fermé pendant le Covid-19, mais pour tout simplement mesurer et être capable de customiser des chaussures à votre foulée et des semelles à votre pied. On a évidemment Nintendo au Rockefeller Center pour les fans de la marque. Là, vous avez carrément une borne pour parler avec Mario. Vous pouvez aussi jouer sur des écrans géants à la console. On citera évidemment Sephora qui continue d'avoir quelques points d'interactivité entre la réalité augmentée, des comparateurs ou des aides à la décision pour du parfum, pour du make-up ou pour de la coloration. Taco Bell à Times Square, finalement qui est un peu en train de réémuler ce que nous on voit déjà avec McDonald's en France, avec des bornes de commande, de la préparation de commandes et des casiers pour récupérer ces commandes. Enfin, Oka qui vous permet de scanner vos pieds pour pouvoir vraiment créer des semelles de chaussures sur mesure ou d'identifier des semelles à votre mesure. Donc là on est vraiment dans la technologie au service du client, au service de l'interaction. On citera évidemment le nouveau Google Store à Meatpacking, où là vraiment on a une présentation de tout l'univers des produits B2C Google, Google Home, les speakers, Stravia pour la partie gaming, Google Nest avec le thermostat connecté, évidemment la téléphonie. Et donc là on va avoir tout un tas de dispositifs interactifs sur base de QR code. On va aussi avoir des mini capsules et mini cellules pour pouvoir les tester, jouer aux jeux vidéo. Et puis on a tout simplement une mise en abîme des recherches les plus populaires avec une expérience digitale interactive. On notera au passage que ce magasin fait partie des magasins les plus verts. Il fait partie de 150 magasins à avoir une certaine norme qui célèbre tout simplement le côté durable des matériaux utilisés. Enfin, on citera évidemment le Starbucks Pickup avec Amazon. Donc, c'est un Starbucks sur lequel vous allez pouvoir utiliser la technologie de magasin autonome d'Amazon. Donc, vous allez pouvoir soit utiliser Amazon One, la reconnaissance biométrique de votre paume de main, sinon tout simplement le QR code lié à votre compte Amazon. Et si jamais vous n'étiez utilisateur ni de l'un ni de l'autre, tout simplement votre carte bleue pour rentrer dans le point de vente. Vous allez pouvoir à la fois vous servir avec des sandwichs, des jus d'orange, vous installer et consommer. Vous allez pouvoir évidemment aussi commander chez Starbucks et vous serez automatiquement facturé en sortant du magasin sans avoir à passer à la caisse grâce aux étagères connectées et aux caméras embarquées. C'est la première fois qu'on a la technologie Amazon Go qui est portée chez un autre retailer. Et d'ailleurs, à LNRF 2022, on a vu cette technologie Walkout qui va être désormais proposée à d'autres entreprises qu'Amazon. Hi, my name is Trevor Sumner. I'm the CEO at Perch. What we do is interactive retail displays, so think touchscreens at retail. And what's cool about them is we put a camera on top, and with computer vision we detect when you pick up a product and wake up and start telling you about the product. So for the first time, we can bring in all the ratings, reviews, videos of every product on the shelf and let every product tell its story. And so this is kind of a real revolution because, you know, if you think about in store, we talk about how it's good for product discovery, but yet none of the content to make a decision about a product is there. And so we can bring all that, bring it and integrate it into the mobile phone with QR codes, NFC, other technologies as well. And what's really interesting, and I think where ultimately a lot of the industry is going, is that these are opportunities to gather data. And so with computer vision, the way I think about it is, online, you click on a product to get more information. In store, you pick up the product. And so what we're really doing by instrumenting the pickups is instrumenting clicks at the shelf. And so we could see where people click and what content changes the way they click. If they pick something up, what's the right content to get them to buy something else or to convert higher? And using that data, we drive typically about 30 to 180% sales lift.
And then we provide, visibility into what happens in stores. So I'll give you one other example, which is, in an end cap, if you ask anybody where's the most valuable real estate on an end cap, they'll say eye level, right? But it turns out the edges are more valuable. And so everybody thinks that retail works a certain way. For the first time, we're actually instrumenting and looking at what people do and what shoppers do, and it's actually much different. So really kind of interesting, applications. Right now we're working with people like Johnson & Johnson in beauty. We're actually launching at CVS with something that takes a scan of your face and then says, here's the skincare products that we recommend. Working with Purina in dog food and dog treats. We're working with Unilever in beauty. We've worked in Macy's in fragrance. So what's really interesting, this technology, which used to be very high-end, we used to work with Joe Malone where you pick up a fragrance and it would animate into honeysuckle and lemon, now is at grocery stores. It's at big box retailers. It's at pharmacies, because everybody wants product information, and for the first time we're actually bringing that to every product on the shelf. Hi, so I am Sebastian. I'm the founder and CEO of Rilla Voice, and we do speech analytics for offline sales and service. So if you think of the last time you went shopping, maybe for an iPhone, maybe you went buying for clothes at a luxury store, you went to a bank, you talked to a representative there, and if they had a tablet, a headpiece, or anything that could capture audio, we record those conversations and we use AI to automatically transcribe and analyze these conversations to help the service people improve their customer conversations and to help companies understand their customers much better. Et voilà, c'est la fin de cette première émission, cette première journée en live de New York. On espère qu'elle vous a plu. Alors surtout, n'hésitez pas à la partager ou à la regarder en replay. Elle sera en tout cas disponible, et à en parler autour de vous de manière à ce que vous puissiez embarquer autour de vous tous ceux qui seraient intéressés sur ces sujets très chauds. Voilà, donc on vous retrouve dès demain pour une deuxième émission et encore d'autres thématiques à aborder ensemble. À demain.